Bonjour, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Je remercie les organisateurs qui m'ont invité à parler de créatinine. Et, euh, pardon. Pardon. Bonjour tout le monde. Alors, comme chaque année, Monsieur Srli, professeur Srli nous fait l'honneur de venir chaque fois nous éclairer sur le rein, les problèmes du rein et liés au diabète qui est notre pierre angulaire. Professeur Srli est vice-doyen de la faculté des affaires aux affaires pédagogiques. Il est chef de service de néphrologie. Il est aussi président de la Société marocaine de néphrologie. Et il est président de l'association Initiative Santé et Aide au Développement. Merci, Monsieur Srli, de nous parler de la créatinine, qui reste quand même pour nous un élément qui est très important dans la prise en charge du diabétique. Merci. Merci à vous la parole. Merci. Et donc, je vais vous parler de créatinine. J'annonce déjà la couleur en disant que c'est un marqueur imparfait de l'insuffisance rénale, que ce soit l'insuffisance rénale aiguë ou chronique. Nous allons voir qu'il est imparfait, mais nous allons voir comment optimiser l'utilisation de ce marqueur. Je commence par un rappel que tout le monde connaît, mais les fonctions des reins se divisent en deux grandes catégories. Le rein excréteur, qui assure l'homéostasie du milieu intérieur et dans lequel cette fonction de l'utilisation de la créatine va avoir toute son importance dans le cadre de son évaluation. Mais il y a aussi une fonction endocrine, c'est le métabolisme interne, et vous reconnaissez ici des hormones telles que l'érythropoïétine ou la rénine ou autres, qui auront une importance capitale, mais qui ne seront pas explorées par le débit de filtration glomérulaire, bien qu'il y ait une relation entre le degré d'insuffisance rénale et la synthèse ou la sécrétion de ces hormones. Quand on parle de fonction rénale, vous voyez ici qu'il y a une étape de filtration qui sera évaluée par la créatinine, puis par le débit de filtration glomérulaire et toutes les étapes que nous allons voir au cours de cette présentation. Mais il y a par la suite des fonctions tubulaires qui consistent en une réabsorption ou une sécrétion, mais qui ne s'appliquent pas à toutes les molécules. Je vais essayer d'adapter le micro, excusez-moi. Oui. Et c'est la forme du néphron avec cette structure en lance de Henle qui prend une structure en épingle à cheveux suivie par les capillaires péritubulaires qui permet justement ces échanges entre capillaires et urine primitive, soit à travers la réabsorption, soit à travers la sécrétion. Mais il y a aussi des substances qui ne subissent ni réabsorption ni sécrétion et elles seront intéressantes dans cette présentation. Justement, ici, je parle d'une substance donnée, une substance A, qui sera filtrée au niveau du glomérule de façon libre parce qu'elle a un faible poids moléculaire et elle n'est pas liée aux protéines. Cette même substance A ne sera ni sécrétée ni réabsorbée au niveau tubulaire et donc ça sera la substance idéale pour mesurer le débit de filtration glomérulaire à travers ce qu'on va appeler la clairance urinaire. La clairance, c'est la capacité qu'a le rein d'épurer le sang d'une substance donnée par unité de temps. C'est pour ça qu'on l'exprime en millilitres par minute. C'est la quantité qui a été épurée par unité de temps. Et pourquoi c'est applicable ici? Parce que, justement, la charge excrétée dans l'urine est égale à la charge filtrée, puisque cette substance n'a subi ni sécrétion, ni réabsorption. Nous allons nous limiter donc à la partie filtration qui est bien évaluée par ce type de substance. Donc, pour déterminer le débit de filtration glomérulaire, nous avons des méthodes de référence qui se basent sur cette clairance. Elles peuvent être exogènes, et c'est le cas particulièrement de l'inuline qui est le gold standard, mais aussi de l'Ioexol qui est aussi utilisé maintenant en pratique dans certains laboratoires de recherche et dans les études cliniques. On mesure en fait la rapidité avec laquelle ces substances disparaissent dans le temps et c'est ce qu'on appelle la clairance et en même temps elles vont apparaître dans les urines avec une certaine vitesse et finalement pour pouvoir exprimer le débit de filtration glomérulaire grâce à ces méthodes de référence, nous avons besoin de plusieurs prises de sang, de plusieurs recueils des urines et donc de procédures assez lourdes. En routine,
nous avons recours à des méthodes plus simples et donc avec des modèles endogènes qui se comportent plus ou moins comme la molécule exogène en utilisant la créatinine, notre sujet d'aujourd'hui. L'utilisation de cette créatinine pour évaluer la filtration glomérulaire ou le débit de filtration glomérulaire est à la base de la classification de la maladie rénale chronique. J'ai bien dit maladie rénale chronique et non pas insuffisance rénale chronique, puisque c'est un continuum. Et dans ce continuum, les stades 1 et 2, dans lesquels la maladie est débutante, sont caractérisés par un débit de filtration glomérulaire supérieur à 60 ml par minute. Et bien que la normale soit située à 120 ml par minute, nous considérons que tout chiffre supérieur à 60 est encore dans la normalité du débit de filtration glomérulaire. Nous allons donc parler de maladie rénale chronique débutante, stade 1 ou 2, caractérisée par d'autres signes de maladie rénale, comme des anomalies du sédiment urinaire, que ce soit la protéinurie, hématurie, leucocyturie ou autres, ou des anomalies échographiques ou histologiques quand la biopsie a été réalisée pour une autre raison. Au-dessous des 60 ml par minute, on est dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique et on passe du stade modéré, entre 60 et 45, 3A, entre 45 et 30, 3B, sévère, entre 30 et 15 ml par minute, ou on arrive au stade terminal quand on est à moins de 15 ml par minute. La suppléance rénale, bien qu'elle soit instaurée, c'est-à-dire l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale ou même la transplantation rénale, garde ce patient qui a atteint le stade terminal en stade 5. Nous allons donc utiliser la créatinine qui est une molécule clé de la voie du métabolisme métabolique, créatinine kinase, phosphocréatinine ou créatinine phosphate. Nous allons la voir tout de suite. Elle joue un rôle essentiel dans le stockage et la transmission de l'énergie pour de nombreux tissus, et notamment le tissu musculaire. C'est pour ça que par la suite, la créatinine a été appelée sur la base de la racine grecque du mot donc, créas, qui est chair ou muscle ou viande, etc. Et donc c'est un produit de la dégradation du phosphate de créatinine dans le muscle. Voici ce qui se passe. En présence de cette créatine kinase qui va agir ici, on aura une réaction qui peut se passer dans les deux sens, ici au repos et ici pendant l'activité où on a besoin d'ATP. La créatinine phosphate est transformée en créatine avec production d'ATP qui sera utilisée pendant l'activité. Que ce soit la créatine ici ou la créatine phosphate ici, nous aurons une conversion non enzymatique qui consiste en une déshydratation. On va perdre un OH ici et un H ici pour nous donner une perte d'H2O. Et finalement, cette créatine ou créatine phosphate va perdre de l'eau et donner de la créatinine qui sera éliminée par voie urinaire et qu'on pourra aussi mesurer au niveau des urines. Ici, la production endogène, chez un adulte sain, elle est stable. Par contre, elle est variable selon la masse musculaire. Vous voyez que chez l'homme, elle est augmentée de 8% par rapport à la femme. Chez l'afro-américain, elle est plus élevée de 18%. Donc, en fonction de l'âge, elle va diminuer, mais en même temps, on aura une baisse du débit de filtration glomérulaire physiologique, ce qui va faire que les chiffres mesurés ou les valeurs mesurées seront stables. Le régime alimentaire va avoir toute sa valeur. L'enfant aura une production plus faible puisqu'il a moins de masse musculaire. Et donc, nous avons vu qu'il y avait une intervention de l'âge, du sexe, de l'ethnie, etc. La production est diminuée dans certaines situations, comme l'existence d'une pathologie musculaire, une anorexie, une perte musculaire. Et là, l'insuffisance rénale quand elle survient, ne va pas s'accompagner d'augmentation de la créatinine, tout simplement parce qu'il y a moins de production de créatinine dans ces situations-là, et l'insuffisance rénale, bien qu'existante, sera masquée. Quand on apporte de la créatine ou de la créatine exogène, ici, celle utilisée, body mass, vous voyez, donc chez ceux qui font du culturisme, et vous voyez qu'il y a un apport très important
ici, vous voyez les chiffres, 20-25 grammes par jour, alors que l'apport naturel est situé à environ 1 gramme par jour. Nous sommes donc à de très fortes doses qui donnent des effets importants lorsqu'elles sont prises de façon prolongée et ou lorsqu'il y a une néphropathie sous-jacente qui sera démasquée. Et donc, on aura une rétention d'eau, une diminution du débit urinaire, une augmentation de l'excrétion urinaire de certaines substances cytotoxiques et une augmentation de la créatinine sanguine qui témoigne d'une baisse du débit de filtration glomérulaire. Ce n'est pas une situation exceptionnelle. Nous découvrons pas mal d'insuffisance rénale chez des jeunes qui pratiquent du sport et qui ne ressentent rien du tout, puisque la maladie rénale est très souvent silencieuse. La découverte se fait à l'occasion d'une avancée de la maladie à un stade donc terminal ou pré-terminal, avec les symptômes de l'intolérance de l'urémie. Cette créatinine dont on parle a un poids moléculaire de 113 Dalton, elle diffuse dans tous les compartiments. Elle n'est pas liée aux protéines et c'est un élément important qui facilite sa diffusion. Et donc, sa filtration glomérulaire sera libre, contrairement aux molécules associées aux protéines. Elle ne sera pas réabsorbée. Et par contre, sa sécrétion, bien qu'elle soit modérée, elle n'est pas négligeable. Et nous allons voir qu'est-ce qui peut faire changer cette sécrétion et retentir sur ce marqueur pour en faire un marqueur douteux, puisque nous avons vu jusqu'à présent que pour que ce soit un marqueur fiable, il faut que ce soit un marqueur filtré, non réabsorbé et non sécrété. Ce n'est pas toujours le cas pour la créatinine. Nous allons y revenir. Il y a une variation intra-individuelle et inter-individuelle de cette sécrétion, et cette sécrétion est d'autant plus importante que la baisse du débit de filtration glomérulaire est marquée. Plus on avance dans l'insuffisance rénale, plus cette part de sécrétion augmente et va retentir sur notre interprétation de ce marqueur. À tout cela s'ajoute une autre voie d'élimination de la créatinine, qui est l'élimination extrarénale, puisque en cas d'insuffisance rénale sévère, contrairement au sujet sain chez qui cette élimination est négligeable, en cas d'insuffisance rénale sévère, nous avons une diminution de l'excrétion urinaire de la créatinine, indépendamment de la masse musculaire. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les toxines urémiques s'associent au stress oxydatif pour donner une activité plus importante à une enzyme qui est la créatinase, qui est sécrétée par les bactéries intestinales et qui va être responsable de l'élimination digestive de la créatinine. Maintenant, nous allons arriver à la vraie interprétation de cette créatinine avec sa relation avec le débit de filtration glomérulaire. Et vous voyez, dans l'axe des abscisses, le débit de filtration glomérulaire, nous allons partir d'ici vers le zéro. La normalité est ici, vers 120 ml par minute. Et nous allons, plus l'insuffisance rénale s'aggrave, donc plus le débit de filtration glomérulaire baisse. Ici, dans l'axe des ordonnées, vous avez la créatinine plasmatique, qui est le marqueur qu'on est en train de mesurer. Ici, l'unité est le micromole par litre qu'on peut convertir en milligrammes par litre. Je vais y revenir. Ici, vous voyez par exemple que quelqu'un qui a 100 micromoles par litre de créatinine, ce qui correspond à 11,5 mg par litre, puisqu'on divise par 8,85, vous voyez qu'il a un débit de filtration glomérulaire qui avoisine les 90 ml par minute. Il a une fonction rénale parfaitement normale. S'il passe de 11,5 à 27, vous le voyez ici, c'est ce qui correspond à 240 micromoles par litre. Son débit de filtration glomérulaire va se situer à 20 ml par minute par 1,73 m² de surface corporelle. Il y a une relation, mais cette relation est hyperbolique. Au début de la maladie rénale, quand le débit de filtration glomérulaire est encore supérieur à 50 ou 60 ml par minute, vous voyez que le débit de filtration glomérulaire peut être divisé par 2 en passant de 120 à 60. Et vous voyez, en ordonnée, la différence est minime. Cela veut dire qu'on peut perdre la moitié de sa fonction rénale sans s'en apercevoir parce que la créatinine n'a pas beaucoup bougé. Et la créatinine ne devient comme un marqueur bien visible de la maladie rénale qu'à des stades avancés. Et vous voyez qu'à des stades avancés, une petite variation du débit de filtration glomérulaire s'accompagne d'une grande augmentation de la créatinine.
C'est très important dans la compréhension de l'utilisation de la créatinine. Quand on est ici, on peut, je le répète parce que c'est très important, on peut perdre la moitié de sa fonction rénale sans faire bouger donc les chiffres de créatinine. Et si le chiffre de base était situé à 8 mg par litre, par exemple, le fait de l'augmenter à 10 nous situerait toujours dans les normes du laboratoire et on ne s'apercevrait pas de la perte de la moitié de la fonction rénale. Comment on la dose? On la dose selon des modalités bien précises dans lesquelles la phase préanalytique a toute son importance. On va utiliser un flacon sec et on va prélever le sang chez un patient à jeun pendant plus de 5 heures, en évitant qu'il ait consommé un repas riche en viande parce que la viande va augmenter de 30% la créatininémie, en évitant une activité physique intense la veille puisqu'elle risque d'augmenter la créatininémie de 20%, et en évitant certains médicaments qui auront justement un impact sur la sécrétion de créatinine, et c'est ce qu'on veut éviter. On veut que ce soit un marqueur du débit de filtration glomérulaire seulement, donc on évite la prise de cimétidine, de trimétoprime et d'autres molécules dont on va parler tout à l'heure. L'hémolyse ou l'ictère vont donner une coloration jaunâtre, et dans l'analyse de la créatinine, nous allons voir par la suite que c'est cette coloration jaunâtre qu'on va chercher. Donc, quelqu'un qui a un ictère, une hémolyse, etc., va avoir une créatininémie qui risque d'être faussée et qu'elle va être diminuée par rapport à la réalité, et il faut en tenir compte. C'est stable à la température ambiante, et donc ça nous évite une contrainte supplémentaire. La méthode de référence utilisée pour mesurer cette créatinine est la réaction de Jaffe, dite classique. Elle existe, vous voyez, depuis 1886. Elle est tellement simple, on associe le dosage sanguin qui contient la créatinine, on lui associe du picrate qu'on ajoute en milieu alcalin, et ça va nous donner cette coloration rouge-orange qu'il suffit de mesurer par colorimétrie. Elle est mesurée à un spectre, endroit précis, à 500 nanomètres, et elle va être proportionnelle à la concentration en créatinine. C'est tout simple, mais, et le mais est important, il y a des interférences. Puisque c'est une simple coloration qu'on détecte, tout ce qui va modifier la coloration va être responsable de modification de la vraie valeur de la créatinine. C'est ce qu'on appelle les pseudochromogènes. Ces pseudochromogènes représentent 15 à 20% de cette coloration. Et on va essayer d'éviter que ces pseudochromogènes soient trop fréquents, ou on va essayer d'en tenir compte de leur présence, parce qu'ils interagissent directement ou indirectement. Et vous voyez que parmi ces pseudochromogènes, ce qui nous intéresse ici, par exemple, dans le diabète, c'est acétoacétate. Il y a les acides cétoniques, il y a le pyruvate, les protéines, etc. Il y a certains médicaments, comme les céphalosporines, mais particulièrement la céphalotine, qui n'est plus très utilisée. Les céphalosporines de nouvelle génération ne sont pas responsables de ces modifications. Ces pseudochromogènes vont être responsables d'une surestimation de 1,3 à 5,2 mg par litre de créatinine, alors que la bilirubine va être responsable d'une baisse artificielle de la créatininémie. Pour tenir compte de tout ça, essayez de le contourner. En 1970, donc c'est-à-dire un siècle plus tard, des automates ont permis de mesurer, toujours par la réaction de Jaffe, une réaction de Jaffe cinétique, tenant compte de l'évolution dans le temps. Et on va mesurer le produit de la réaction, non pas à l'équilibre comme ce qu'on faisait dans la réaction de Jaffe classique, mais pendant la formation du complexe picrate-créatinine. Et donc, ça, vous voyez sur une courbe, c'est toujours plus simple. Ici, on a ajouté l'acide picrique, et le complexe acide picrique créatinine va se constituer au fil du temps, et on choisit 2 points pendant lesquels on va mesurer la coloration, et on va voir la différence de coloration entre le début et la fin. Cela nous permet d'éviter la part des pseudochromogènes, puisque la concentration des pseudochromogènes est égale ici et là. Par contre, ce qui a changé, c'est le complexe
créatinine picrate. Et donc, finalement, en mesurant la différence, on est capable de mieux estimer mesurer la créatininémie et estimer le débit de filtration glomérulaire par la suite. Certains utilisent un moyen plus simple mais moins précis, c'est la compensation. On sait que 15% à 20% de la créatininémie, du dosage, est représenté par la mesure de la coloration des pseudochromogènes. Donc on va diminuer la valeur obtenue par le laboratoire d'une certaine valeur. Cette certaine valeur va être autour de 2 à 3 mg par litre, mais comme les pseudochromogènes ne sont pas présents à une valeur constante dans toute la population, ça reste une estimation et on va se poser les questions, que faire des valeurs basses? Si on baissait et que la créatininémie était très basse, on ne saurait pas quoi en faire. Sont arrivées par la suite les méthodes enzymatiques. On est dans les années 1990. Et ces techniques sont plus précises, sensibles, mais elles sont plus coûteuses, comme toute nouvelle technique. Elles vont se baser sur une cascade de réactions enzymatiques dont le produit final contient un chromogène qu'on va mesurer. Et vous voyez ici, je ne vais pas les détailler, la cascade des réactions enzymatiques qui vont se produire. Est-ce que cela va nous permettre d'éviter les interférences? Pas tout à fait, puisque la bilirubine et l'hémoglobine sont toujours là et vont être responsables d'une baisse de la créatininémie. Et certains médicaments à forte dose vont également baisser la créatininémie mesurée par cette méthode, notamment certains anesthésiques, la lidocaïne, la dopamine, la dobutamine, l'acétylcystéine, etc. Donc, plusieurs médicaments, à condition qu'ils soient à forte dose, peuvent interférer dans le dosage, mais la méthode enzymatique reste de loin supérieure en termes de fiabilité, de reproductibilité par rapport à la méthode de Jaffe. La nécessité d'une méthode de référence reste importante. Cette méthode de référence doit être une méthode solide, sensible, très précise, extrêmement spécifique contrairement aux autres méthodes, reproductible et transférable. C'est quoi transférable? C'est-à-dire que sa valeur obtenue doit être identique dans tous les laboratoires du monde pour pouvoir comparer les études. On utilise pour cela l'IDMS. ID, c'est la dilution isotopique, qu'on va associer à une autre méthode, MS, c'est spectrométrie de masse. En associant les deux, nous allons avoir des résultats beaucoup plus fiables et surtout reproductibles et partageables par l'ensemble de la communauté internationale dans les études. Sa préparation est fastidieuse et longue, mais malgré cette difficulté, c'est la technique qui a été utilisée dans l'enquête nationale Maremar pour maladie rénale au Maroc. C'est une grande étude qui a été menée sur 10 000 personnes à Khmissat et à Jdida par la Société marocaine de néphrologie. Ici, la publication dans la plus grande revue mondiale de néphrologie par professeur Benranem, Kidney International. Et ça nous donne la vraie prévalence de la maladie rénale au Maroc dans la population générale, puisque les 10 000 personnes ont été contactées chez elles sur la base des noms sur les listes électorales de ces deux villes. Et les tests ont été refaits et selon les normes. Et ça nous donne une prévalence de la maladie rénale au Maroc à environ 5,9% de la population générale adulte, toutes personnes confondues, puisqu'on n'avait pas d'idée préalable sur leur statut diabétique, hypertendu ou autre. Finalement, au total, nous avons plusieurs méthodes de dosage de la créatinine. Ici, c'est la méthode de Jaffe. Ici, c'est la méthode enzymatique. Et vous voyez que nous retenons parmi les méthodes à utiliser actuellement en routine, soit la méthode de Jaffe, mais à condition qu'elle soit cinétique, et soit la méthode enzymatique, et qu'on va essayer de calibrer. C'est ce qui s'est passé au fil des années, parce que le débit de filtration glomérulaire ne peut pas être reflété uniquement par la créatininémie. Ici, je choisis un exemple qui vous a été présenté hier par ma collègue aussi. C'est un débit de filtration glomérulaire de 60 ml par minute par 1,73 m² de surface corporelle, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel nous parlons d'insuffisance rénale. Et vous voyez que ce seuil, chez une femme caucasienne de 60 ans, correspond à une créatininémie à 10 mg par litre. Chez une femme afro-américaine de 60 ans, il n'est pas de 10, il est de 11,2. Ce seuil, chez un homme caucasien de 60 ans, il est à presque 13 mg par litre. Et chez un afro-américain de 60 ans,
il est à 14,26. C'est-à-dire qu'une femme caucasienne de 60 ans a la même fonction rénale qu'un homme afro-américain de 60 ans. Cette fonction rénale est à 60 millilitres par minute lorsqu'elle a 10 mg par litre, alors que lui a 14,26 mg par litre de créatinine. Ça prouve que la créatinine seule n'est pas suffisante. Nous avons progressé dans le temps à travers ces méthodes que nous venons de voir, mais ces méthodes ont servi par la suite à nous donner des formules que nous allons voir tout de suite. Les formules de Cockcroft et Gault en 1976, MDRD en 1999, MDRD modifié en 2007 et CKD-EPI. Nous avons vu que la créatinine ne suffisait pas. Nous allons maintenant l'utiliser dans des formules pour nous donner une valeur plus proche de la réalité. La plus ancienne, la plus utilisée était la formule de Cockcroft et Gault. C'est ici l'article de 1976 de ces deux auteurs qui proposait une formule sur une population canadienne, de la population générale, pour pouvoir avoir une estimation la plus proche possible de la clairance de la créatinine. Donc ils ont comparé la clairance de la créatinine mesurée à un ensemble de mesures et ils ont fait une modélisation mathématique qui a permis au Canada d'avoir cette formule chez l'homme. C'est 140 moins l'âge fois le poids fois une constante chez l'homme qui est de 1,23 divisé par la créatinine en micromoles par litre. Et je rappelle que pour avoir la correspondance, le micromole par litre, par rapport au milligramme par litre, quand on a une valeur en milligrammes par litre, comme chez nous dans le laboratoire, on doit multiplier par 8,85. Chez la femme, c'est la même formule, mais cette fois-ci, le facteur de correction, le 1,23 chez l'homme, correspond à 1,04 chez la femme. C'est la méthode qui a été le plus longtemps utilisée et elle peut être faite par calcul manuel, contrairement aux autres formules que nous allons voir par la suite. Ici, pour illustrer ça, 11 mg par litre de créatinine chez deux personnes. Ici, Badr Hari, musclé, 109 kg, 1,97 m, débit de filtration. S'il avait, je ne connais pas sa créatinine, s'il avait 11 mg par litre de créatinine, il aurait 150 ml par minute de débit de filtration glomérulaire. Il aurait une fonction rénale meilleure que la normale. Vous voyez donc que la créatinine ne suffit pas, puisque cette même valeur de 11 mg par litre chez une autre dame, Allah yarhamha, elle avait 82 ans, 48 kg au moment de son décès, Habiba al-Mutkouri, et donc ici, 28 ml par minute. Même valeur, 11 mg par litre de créatinine, nous donnerait une fonction rénale meilleure par rapport à la normale, ici, et une insuffisance rénale à un stade 4, ici. Vous voyez que ce n'est pas un bon marqueur. La formule de Cockcroft-Gault n'est donc pas adaptée au sujet âgé, n'est pas adaptée à l'obèse, n'est pas adaptée à la femme enceinte, n'est pas adaptée à l'amputé, n'est pas adaptée dans beaucoup d'autres situations, comme l'enfant par exemple. Et finalement, je dois faire vite. 5 minutes, c'est ce qui me reste. Et donc, d'autres méthodes ont été utilisées, et donc modification, cette étude, Modification of Diet in Renal Disease, a utilisé une autre formule, plus compliquée. Vous le voyez, elle se base sur la créatinine, mais aussi sur l'âge, sur l'origine ethnique, sur le sexe et sur le fait que le dosage a été basé sur une méthode calibrée IDMS ou pas. Et vous voyez que personne d'entre nous n'est capable de donner de valeurs rapides par simple calcul mental donc on a besoin de calculateurs. Et c'est la valeur recommandée. Je vais passer ici. Il y a aussi le CKD-EPI, encore plus tard, ici en 2009. Cet article vient nous parler par la même équipe qui nous a donné le MDRD et nous donne le CKD-EPI, CKD comme maladie rénale chronique, chronic kidney disease, et EPI comme épidémiologie. Et vous voyez ici la formule, vous voyez la formule avec impossibilité à mesurer sans l'aide de l'informatique ou des calculateurs. Et vous voyez que la même formule connaît des variations selon qu'on est homme ou femme, selon qu'on est afro-américain ou non, etc. Et il y a des variantes de la formule. Quand on utilise des calculateurs,
vous voyez que les premières questions qu'il vous pose, vous êtes de quel pays? Est-ce que vous êtes de peau blanche ou noire? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Et on ne pose pas de questions sur le poids, ce qui est un avantage majeur puisque les autres techniques, équations se basaient entre autres sur le poids et ça a entraîné une difficulté d'interprétation par la suite. La difficulté, c'est que ça nécessite un calibrage IDMS. Elle est plus précise que les MDRD et elle est valable quels que soient les calculs. Je termine donc en vous ayant montré l'importance de ces calculateurs et en vous proposant de noter SFNDT, Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, plus calculateur sur Google, pour avoir ces calculateurs importants sans lesquels nous ne pouvons pas évaluer la fonction rénale. Ça reste des formules d'estimation qui peuvent être améliorées dans certaines situations. Je termine par ça. Par exemple, en utilisant de nouvelles méthodes de dosage. Par exemple, en utilisant une molécule, une protéine qui est filtrée, qui n'est ni réabsorbée ni sécrétée, nouvelle génération, la cystatine C, qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, et qui peut être couplée à la créatinine pour nous donner une vraie valeur du débit de filtration glomérulaire. Vous me direz, pourquoi chercher une telle précision? Tout simplement parce que dans certaines situations, nous avons besoin de cette précision, particulièrement chez les personnes candidates aux dons de rein. Nous ne voulons prendre aucun risque et donc pour cela, nous nous entourons de toutes les précautions nécessaires en utilisant une combinaison de toutes ces formules pour estimer le débit de filtration glomérulaire. Nous avons estimé le débit de filtration glomérulaire, mais nous n'avons pas estimé toute la fonction rénale. C'est ma conclusion. Nous avons uniquement estimé la filtration glomérulaire. Si on voulait évaluer la fonction rénale, on aurait besoin aussi de mesurer le flux plasmatique rénal, d'évaluer les fonctions tubulaires, de mesurer la protéinurie, les éléments figurés du sang dans les urines, et ainsi de suite. Et donc, ce n'est qu'une partie, mais une partie importante de l'évaluation de la fonction rénale. Je vous remercie. Merci Sesrli pour toujours nous éclairer et nous donner des informations dernier cri. Alors, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup. Là, c'est vrai que le choix de la créatinine, c'était exprès. Et on savait que vous allez être... vous avez d'ailleurs accepté la thématique et que la créatinine seule n'est pas un marqueur. Souvent, c'est un marqueur fonctionnel à qui il faut ajouter des fois un marqueur lésionnel. Quel est l'intérêt et pour éveiller les esprits, à ce qu'on peut facilement mettre dans le bureau de son ordinateur, l'application elle est facile et on peut ne pas se fier qu'à la créatinine. Quel est l'intérêt d'associer un marqueur lésionnel qui est immaturé à la créatinine? Chez le diabétique ou partout? Chez le diabétique, là. D'accord. Ok. Donc, vous avez très bien fait d'insister sur les marqueurs lésionnels parce que quand on voit la maladie rénale chronique en général, diabétique ou pas, nous avons bien vu qu'elle évoluait par stade et qu'on n'est pas obligé d'avoir une insuffisance rénale pour avoir une maladie rénale. Les constituants du rein sont 4. C'est le glomérule dont on a parlé durant toute cette présentation, mais il y a le tubule, il y a les vaisseaux et il y a l'interstitium. Et pour les 3 autres, en dehors du glomérule, la protéinurie peut exister ou pas. Par contre, l'hématurie et la protéinurie sont plus spécifiques de la filtration glomérulaire, puisque la barrière de filtration glomérulaire ne laisse pas passer les protéines, puisqu'elles ont plus de 70 kilodalton, et ne laisse pas passer les globules rouges, qui sont supérieurs aux mailles qui existent au niveau du filtre glomérulaire. Donc, les combinés nous permettent d'évaluer l'existence ou pas des autres lésions par rapport au débit de filtration glomérulaire. Deuxième élément important, c'est l'utilisation de ces formules d'estimation dans la prescription médicamenteuse, que ce soit chez le diabétique ou le non-diabétique, parce que l'estimation précise de la fonction rénale va nous permettre d'adapter la prescription
au degré d'insuffisance rénale. Et là, il y a une petite nuance, parce qu'on continue à utiliser certaines formules anciennes, parce que ce sont les formules qui ont permis, à l'origine, d'adapter la fonction rénale pour les médicaments anciens. Et les sociétés, parfois, ne voient pas l'utilité d'apporter une modification d'AMM pour changer le prospectus, etc., en faisant des études très coûteuses pour changer le moyen d'estimation. Et donc, on a très souvent, pour des molécules anciennes, qui continuent à être utilisées de façon très importante, notamment parmi les antibiotiques, des adaptations basées sur des formules anciennes. Et là aussi, c'est une nuance que je voulais introduire. Oui, merci, professeur Sqali. Voilà. Oui. Je voudrais savoir le rythme de surveillance du débit de filtration glomérulaire chez les patients diabétiques, qu'ils soient en hyperfiltration ou en déclin de la fonction rénale. Merci. Oui. Merci pour la question. Vous avez utilisé un mot-clé dans votre question, le déclin. Et on ne se comporte pas de la même manière une fois qu'on connaît bien le malade. La première fois, quand on découvre la maladie rénale ou l'insuffisance rénale, bien sûr, on va s'entourer de toutes ces précautions, les précautions nécessaires pour confirmer la maladie rénale et pour s'assurer de son caractère évolutif ou pas. C'est pour ça qu'on va refaire de façon rapide, et de toute façon, on ne retient le diagnostic définitivement qu'après les 3 mois avant de parler de chronicité. Donc on va refaire, selon l'importance de l'insuffisance rénale, plus ou moins rapidement dans cet intervalle de 3 mois. Par la suite, nous allons avoir un patient qu'on connaît, puisqu'on est dans un contexte de diabète, de maladie rénale, de maladie chronique. Donc c'est un malade qu'on connaît. Dans ce cas-là, le rythme de suivi dépendra du déclin. On le connaît, donc on connaît la courbe de progression de la maladie rénale, et on lui dit, si cette courbe-là continue au même rythme, voici quand est-ce que vous arriverez à un stade terminal nécessitant la dialyse, par exemple. Et on lui dit, si on agit ensemble, c'est ce qui est dans l'éducation thérapeutique, on va essayer d'améliorer cette courbe et on va gagner des années. Et il va le voir sur le papier millimétré ou sur nos pancartes, combien il va gagner si on retarde l'évolution de la maladie rénale. Donc le rythme de déclin a toute son importance. On dit qu'un déclin est acceptable dans le diabète s'il est inférieur à 3 ml par minute par an. Donc quand on perd plus que ce seuil de 3 ml par minute par an, on doit rapprocher les consultations et les contrôles et chercher une cause d'aggravation. Quand il est inférieur à 3 ml par minute par an, on se permet d'espacer et on va lui dire, puisque vous êtes stable, puisqu'on a gagné, on va gagner aussi en rythme de suivi. Dernier élément pour répondre à votre question, quand on s'approche des phases avancées, préterminales et terminales, on a besoin de plus de contrôle. Parce que là, on n'a plus peur juste de l'aggravation de la créatinine, on a peur des anomalies de l'homéostasie, on a peur de l'OAP, on a peur de l'hyperkaliémie, on a peur de l'acidose sévère, on a peur d'autres choses. Et donc, on a besoin de rapprocher. Classiquement, on dit que quelqu'un qui a 30 ml par minute, on va le voir tous les 3 mois. Quelqu'un qui a 20 ml par minute, tous les 2 mois. Quelqu'un qui a 10 ml par minute, tous les mois. Finalement, pour tout 10 ml par minute, c'est un mois. Merci. Oui. Docteur Belfat. Ah, ok, allez-y. S'il vous plaît, on vous remercie de votre exposé qui nous a rafraîchi la mémoire et très riche. Pourquoi les gériatres optent pour le Cockcroft? Pourquoi il y a cette... Ils n'optent pas pour le Cockcroft. Le Le Cockcroft, parmi ses limites, c'est justement l'âge. Et donc, c'est le moins adapté à la personne âgée. Il y a maintenant des formules adaptées à la personne âgée que je n'ai pas voulu présenter pour ne pas alourdir. Mais par contre, MDRD et CKD-EPI sont plus adaptés à la personne âgée, puisque dans le MDRD, ils ont inclus dans l'étude, puisque quand on utilise une équation, on voit les conditions dans lesquelles elle a été validée. Oui. Le Cockcroft-Gault a été validé chez une population canadienne jeune. Le MDRD, par contre, a été validé chez une population qui était plus âgée dans la moyenne et qui avait atteint jusqu'à 70 ans. Le CKD-EPI a inclus aussi d'autres patients qui pouvaient dépasser les 70 ans. Et donc, nous avons plus tendance à utiliser ces méthodes-là que le Cockcroft-Gault. Merci. Merci. Merci, professeur El-Husseini, et merci à la salle. À la prochaine.